Il reste un peu de temps pour les questions. Bonjour. Je vais commencer la présentation dont le titre c'est combien coûte le support IE7. Donc je vais prendre sur moi-même, normalement cette conf ne va pas finir en IE7 est le mal et IE8 c'est moins pire. Des fois peut-être que je ne m'en tiendrai pas mais je vais essayer. Plus généralement je vais quand même essayer de vous donner une méthodologie pour vous donner des billes sur comment choisir son support navigateur et surtout vous visualiser quel coût représente un vieux navigateur support. Donc je me présente, je m'appelle Thomas Zilliot, je suis développeur web freelance. Ma spécialité c'est de rejoindre les équipes de développeurs et de les aider à réduire le coût de maintenance et augmenter la réactivité des CSS. Ça passe par du code, ça passe par de mise en place d'outils, ça passe par de la formation mais aussi du conseil. Et l'émission commence souvent par la même question, c'est quel navigateur supportez-vous? Et la dernière fois que je faisais ça à un client, ma réponse a été un regard très hésitant. Ce regard très hésitant, ça veut dire je pense IE7 mais je ne sais pas pourquoi. Et en fait c'est assez difficile pour eux de choisir et ils ne savent pas trop quand est-ce qu'ils ont choisi quel navigateur ils vont supporter. Ils ne savent pas trop non plus pourquoi et est-ce que c'est encore d'actualité. Et pourtant, ce n'est pas vraiment une décision qui doit se faire à la légère, c'est une décision qui est stratégique. Vous êtes une start-up, si vous choisissez de faire un site qui est juste pour mobile, juste pour bureau, du IE10 ou plus ou du IE6 ou plus, vous n'allez pas du tout avoir le même produit, vous n'allez pas du tout avoir le même code, vous n'allez pas du tout avoir la même facture au final. Donc comment savoir combien investir dans son support navigateur? Et ben, pour moi, je vais isoler on va dire, 4 questions. Ça va être quels sont les types d'investissements qu'on va devoir faire, à quelle hauteur on va devoir investir, qu'est-ce qu'on a à gagner et comment se passe la concurrence. Pour les deux premières questions, il faut forcément avoir un background technique, enfin, des données techniques. Si vous laissez le chef qui n'est pas technique choisir, bah, il va choisir un peu plus. Donc c'est aux développeurs de donner assez de billes. Alors je n'ai pas les réponses, mais au moins des éléments de réponse pour les deux premières questions. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon dernier client. On a essayé de réfléchir avec les développeurs sur comment on pouvait lui indiquer, on va dire, ce que représentent les deux premières questions. Donc au lieu de taper sur les 7, je vais vous montrer comment est bien les 8 et voir la différence. Le but c'est de montrer à peu près les écarts de fonctionnement qu'on va avoir entre les deux. C'est pas du tout exhaustif, le but c'est vraiment de montrer à peu près comment on peut étudier d'autres technologies et l'influence qu'elles vont avoir sur votre développement. Donc le premier cas d'usage que j'ai pris c'est le pseudo-élément. Alors le pseudo-élément ça vous permet de faire des fils on va dire en CSS, des fils d'un élément HTML en CSS sans le mettre dans HTML. Donc ça vous permet par exemple si on doit mettre, là je prends le cas d'une image que je vais rajouter dans le HTML, mais je vais le faire en CSS. Ça vous permet en fait d'avoir quelque chose de plus souple, de plus réutilisable. Donc là je vais prendre l'exemple de cette alert box qui tout simplement, mince, le formulaire il n'a pas été soumis. Et il manque un petit signe attention pour attirer l'attention du visiteur. Donc si on le fait simplement, en fait, là je suis dans un pseudo-élément qui s'appelle before, qui permet en fait de créer un premier fils à l'élément alert1. Donc on a un attribut qui s'appelle, une propriété qui s'appelle content, qui nous permet de rajouter du contenu. Donc vous voyez quand je rajoute des points d'exclamation, ça va se rajouter au début de mon alert box. Je peux la mettre grande, je peux la séparer de la baseline, et je peux la faire jolie avec le font size, et ça permet qu'en fait, mon airbox commencera toujours par un point de fonction. Ça c'est quelque chose qui marche dans les 8, qui ne marche pas du tout dans les 8. Et c'est complètement, l'intérêt que je disais c'est que c'est vraiment réutilisable. C'est-à-dire que je ne mets rien dans mon div, je mets juste ma classe alert error, et je vais avoir mon point d'exclamation. Ça vient de là, donc je peux le réutiliser très rapidement. Comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les teintes, mais du coup là il y a l'airbox qui est plus petite que le point d'exclamation.
Ça, c'est un problème de flottant. Et justement, les pseudo-éléments permettent également ça, c'est-à-dire que je vais créer un autre élément qui va être mon dernier fils de cet élément. Et je ne vais pas lui mettre de contenu, par contre, je vais lui dire de nettoyer le flux. Donc comme ça, automatiquement, mon box, elle contiendra tous ces enfants. Ça, c'est pas mal, et c'est souvent pratique d'avoir de nettoyer le flux, et ça permet de ne pas du tout avoir d'éléments supplémentaires qui servent juste à la présentation dans mon HTML. Je peux aussi utiliser une police d'icône qui va me permettre de faire quelque chose d'un peu plus joli. Avec un signe, attention, un peu plus visible. Là, vous me direz, bah, ouais, sous IE7, on peut bien le faire avec une image. Mais là, au niveau maintenance, on gagne beaucoup parce que si je veux mettre mon image en noir, c'est très facile. Donc ça, c'est le genre d'outils qui sont très pratiques pour les développeurs, qui le maîtrisent en tout cas, et qui va nous permettre de... Enfin, si on décide de ne pas l'utiliser, donc de supporter IE7, on va forcément perdre en lisibilité, on va perdre en maintenance. Si vous voulez en savoir plus sur les éléments, je vous invite à lire cet article-là. Je vais vous parler de box sizing. Donc, je choisis que des démos très visuelles pour que ce soit vraiment accessible. Donc, le box sizing, là, j'ai mis deux éléments qui sont flottants et qui ont une largeur de 50%. Sauf que le box model fait en sorte que la largeur de 50%, en fait, c'est la largeur de mon contenu. Et là, mes éléments, ils ont du padding. Donc, ils font plus que 50%. Donc, si je choisis de lui mettre un box sizing, vous voyez les valeurs par défaut, là on est à content box sur la démo. Donc si je lui mets border box, automatiquement je vais changer de box model. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette fois-ci, quand je dis width 50%, c'est vraiment la largeur que va prendre visuellement sur l'écran l'élément. C'est finalement beaucoup plus intuitif et du coup plus maintenable. C'est-à-dire que quand je mets 50%, et ben 50% ça ne bougera pas tant que même si je bouge le panier. Même si je rajoute une border, c'est-à-dire que si je m'amuse à mettre une border de 5 pixels noir, comme ça on est sûr de bien l'avoir, et ben j'aurai pas de souci, mon élément il fera toujours 50% de largeur. C'est pour ça qu'on va gagner en maintenance. Donc ça c'était pour le box sizing. Donc de même, c'est beaucoup plus maintenable, c'est beaucoup plus lisible. On comprend quand on veut voir 49% moins de px, là on est sûr dans quelque chose, ou alors on n'a pas besoin de faire deux éléments avec un container. C'est beaucoup plus facile de passer d'un projet d'une personne à une autre. Et si vous voulez plus d'infos, je vous envoie un article très complet de projet que j'ai fait. Troisième exemple, je vous ai pris le table layout. On dit que faire layout en table c'était mal depuis longtemps, mais en fait, partir du vide c'est bien. Là, on a un container avec 3 fils et on lui a juste mis en display block. Ce qui fait qu'on a en fait un layout sur une colonne. Si je choisis de dire, au lieu de mettre bloc, je vais mettre table cell, ce qui va marcher parce que mon container c'est un display table, je vais automatiquement créer un layout de 3 colonnes. 3 colonnes de hauteur égale, ce qui est juste impossible à faire en CSS en IE7. Je peux faire des choses un peu plus compliquées en disant je vais le garder en bloc, mais mon premier élément, je vais choisir de le mettre en table cell. Ça, je vais créer une case pour mon premier élément, et mes deuxièmes éléments qui sont toujours en élément dans le flux, on va dire, vont se mettre dans une autre case. Et comme vous voyez, la première case fait la hauteur fait la même hauteur que les deux. Ça, c'est hyper pratique, et c'est surtout hyper pratique pour le responsive. C'est-à-dire que là, je passe en une ligne, je passe d'un layout à 3 colonnes, de 2 colonnes à une colonne. Donc c'est quelque chose qui va être très facilement faisable pour votre layout habituel, mais aussi il va vous faire gagner du temps sur d'autres marchés. Je peux aussi choisir de faire il y a même des propriétés pour pouvoir réorganiser les layouts d'une colonne. Enfin, c'est hyper complet. Donc ça, si vous choisissez de ne pas l'utiliser pour supporter IE7, ça va être carrément un perte de temps de développement. Parce que c'est vachement plus simple, pareil, ça demande de maîtriser, mais une fois qu'on l'a, c'est 2 fois plus rapide. Après, c'est une ouverture pour tout ce qui est votre navigateur. Donc là, je pense que c'est plutôt tout ce qui est responsive. Donc ça peut être tablette
Et téléphone, ça peut être aussi tout simplement pour la version print. Et si vous choisissez finalement de supporter IE7, mais de quand même faire une version responsive, vous pouvez peut-être faire un travail, vous pouvez peut-être faire 2 layers. Si vous voulez en savoir plus, pareil, je vous envoie sur un article de Rachel en gros qui est excellent. Donc j'ai arrêté les démos là parce que c'était pas le. Ça n'a pas été possible d'être exhaustif en 20 minutes, mais j'ai essayé de prendre des démos assez visuelles. Très vite, il y a quand même au niveau JavaScript, c'est les mêmes choses. Au niveau JavaScript, il y a des performances vachement plus fortes. Il y a des manières d'utiliser, comme un peu jQuery pour sélectionner des éléments très rapides. Il va y avoir, par exemple, le bug de la virgule qui traîne à la fin d'un tableau. Il ne va plus faire planter le navigateur. Donc ça, c'est genre un tiers des raisons de pourquoi il plante en prod. Donc c'est vraiment pour montrer qu'il y a une grosse différence entre IE7 et IE8. Alors j'ai parlé de mon côté d'IE8, mais il y a des très bons côtés IE7 aussi. Mais ne l'oublions pas. Alors quand on pense à IE7, on pense tout de suite aux bugs IE7. Il y en a beaucoup, et souvent improbables. Donc ça va faire planter vos flottants, ça va faire planter vos position fixed, ça va planter dans les résolutions des Z-index, ça va encore planter, cacher du contenu aléatoirement parce qu'on ne voulait pas conférer le layout. Donc c'est une plaie à maintenir. Et donc si vous choisissez de maintenir, vous allez avoir une augmentation de temps de test, de support, de debug. Vous allez avoir parfois du code complètement illogique que vous devez garder et que vos développeurs vont venir voir, vont garder toute l'attention dessus alors que c'est pas grave, je vais juste pas le regarder. Ils vont peut-être des fois même le supprimer en se disant oh, c'est une grosse connerie ça va servir à personne. Et finalement, c'est un peu bête de le dire, mais je connais pas beaucoup de développeurs qui aiment bien maintenir IE7 et faire des bugs IE7. Donc vous allez quand même baisser le moral et la motivation de vos développeurs. Et si vous voulez acheter une tour sur XP, un bureau pour que les gens puissent travailler dessus, si vous voulez acheter des licences BrowserStack, ça va vous coûter aussi du matériel. On peut aussi se poser la question de la pérennité de l'investissement. C'est une bonne question quand on investit, c'est de savoir si j'investis sur combien de temps. Si vous faites du développement standard, votre site il marchera a priori pour les 10 prochaines années, là il n'y a pas de souci. Par contre, l'investissement, va être quelle va être la part de marché des visiteurs qui vont venir avec IE7, ça c'est sûr, ça va diminuer de plus en plus. Et quelle va être la part des compétences de maintenance d'IE7 dans les nouveaux embauchés que vous allez prendre, ça va diminuer aussi. C'est-à-dire que si vous partez sur des technos que les gens ne connaissent plus dans 2 ans, c'est un investissement clé. Si vous demandez aux gens quel est le hack CSS pour faire du IE 5.5 Mac, eh ben, il y a 5 ans, les gens le connaissaient. Non. Et aussi, il y a les outils. Donc, quand on fait du développement, on utilise beaucoup d'outils. Et ces outils-là, ils ont évolué. Il y a une nouvelle version de. Prenez jQuery 2, c'est IE 9. Bootstrap 3, c'est IE 8. Normalize 2, c'est IE 8. Vous prenez même des solutions de back, genre Drupal 8, sur les 8. Donc, si vous partez sur du IE7, vous allez partir sur des vieux outils qui peut-être un jour vont plus être maintenus. Vous n'aurez plus de tutoriel, plus de ressources. Donc, c'est aussi un investissement à une durée déterminée. Alors, je vais essayer de conclure sur tout ce qu'on a vu. Donc, là, c'est la partie où on peut cracher tranquillement tout ce qu'on a vu. Donc, avec les développeurs, voilà la liste qu'on a faite de quels sont les types d'investissements qu'on va devoir faire si on veut supporter IE7. Donc on va faire plus de temps de développement. Ça, c'était la seule réponse qu'on avait pu trouver sans se prendre la tête. Mais aussi donc plus de tests, plus de support, plus de debug, moins de lisibilité, moins de maintenabilité. On va avoir la motivation qui va quand même prendre un coup. Renoncer aux outils à jour, ça c'est quand même un risque qui est important pour la suite. C'est une dette technique qui va être difficilement remboursable. Ça c'est quelque chose d'important. Si vous partez sur des technos IE7 pendant 2 ans, quand vous allez dire non c'est bon IE7 maintenant j'en veux plus, vous allez devoir avoir un coût de refonte ou alors vous allez quand même garder des codes spécifiques IE7 sur votre projet pendant un petit moment. Il y a aussi tout simplement des développements qui ne vont pas être possibles. C'est-à-dire que c'est un navigateur qui a 7 ans maintenant, donc il y a 7 ans ce n'était pas les mêmes besoins, et il y aura des choses que vous ne pourrez pas faire. Donc ça, il faut voir en fonction de votre projet.
Et vous allez peut-être devoir faire du travail en double des fois, vous allez peut-être devoir acheter du matériel ou des licences. Donc voilà, ça c'est un peu pas le panel de coûts qu'on va avoir dans notre panier. Et après ça va dépendre. Ça va dépendre de l'équipe, ça va dépendre du projet. Mais du coup il faut l'estimer. On ne peut pas donner juste, il y aura des coûts à celui qui va prendre la décision. Il faut qu'on puisse estimer. Ça c'est dur. Ça c'est très difficile. Et du coup on a décidé de simplifier au maximum la tâche en disant on va juste mettre des indicateurs. Rouge, c'est sûr qu'on va être dedans et il faut prévoir le coup. Vert, on est tranquille. Orange, on est pratiquement sûr, mais on ne sait pas si ça va être impactant pour le projet. Et ça, donc, comme je disais, ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup des compétences de l'équipe. Si vous avez des vieux développeurs qui étaient là quand IE7 est sorti, il n'y a pas de souci, vous savez, foutu comme ça ne coûte rien. Si vous avez embauché des petits nouveaux qui connaissent plus la théorie que la pratique, supporter IE7, ça va être difficile de faire des bugs pour eux au début. Les outils en place. Si vous avez des coprocesseurs par exemple, ça va peut-être vous aider à générer les hacks, ça va peut-être être un coût assez honnête pour supporter IE7. La stratégie de support. La stratégie de support, c'est important aussi. Si vous allez choisir de faire de l'amélioration progressive ou de la dégradation gracieuse, pour rappel, l'amélioration progressive, vous allez dire moi je pars du plus bas, donc je pars d'IE7, puis j'y passe des améliorations dessus. C'est-à-dire que si vous voulez plus supporter IE7, tout est basé dessus. Par contre, la dégradation gracieuse, vous allez partir du meilleur navigateur que vous maintenez, puis vous allez faire en sorte que ça s'affiche le mieux possible sur les deux navigateurs jusqu'à descendre à IE7. Et là, du coup, le rajouter ou l'enlever, c'était pas un coût énorme. Et l'objectif du projet, si vous voulez faire un site vitrine où le principal contenu c'est du texte, ce sera moins cher que si vous voulez faire un site de streaming de musique en ligne accessible sur mobile. C'est sûr que c'est pas le même objectif, vous allez avoir des problématiques qui vont arriver qui ne vont pas être les mêmes. Donc on va choisir de mettre ces indicateurs partout sur la liste. Donc on reprend la liste et puis entre développeurs on met les pastilles rouges, on met les pastilles vertes, en fonction de ce qui va bien. Et on la garde. Et on la garde, c'est important, puisque c'est ça qui va permettre de faire la décision. C'est-à-dire que le manager ou l'équipe, je ne sais pas, va prendre la décision, ça dépend de la boîte. Et on va lui dire, tu nous dis qu'est-ce qui a fait prendre ta décision. Si c'est ça va être sûrement les marqueurs rouges, on les garde, dans 6 mois, on les regarde, c'est toujours d'actualité. Par exemple, l'équipe, ça bouge. S'il y a 3 niveaux qui sont arrivés pour maintenir un projet dans 6 mois, ça fait plus une idée. Et du coup, voilà, c'est un choix à mettre en question assez régulièrement. Et on a une bonne base, en fait, il faut, si je peux conclure, c'est si vous êtes développeur et que vous ne voulez plus maintenir IE7, le mieux c'est de donner des arguments, c'est-à-dire donner des arguments concrets en disant voilà, nous il faut nous faire une machine, nous on ne sait pas le faire, on passe tant de temps par jour à débugger des tickets, votre manager ne peut pas le deviner, c'est pas son boulot de connaître la technique, donc c'est à vous de lui donner des arguments sur pourquoi ne pas supporter ça. Ça ne va pas forcément marcher à chaque fois, mais une fois que les arguments sont là, ils sont là pour un petit moment et on peut en remettre en question assez bien. Et inversement, si vous êtes business et que vous voulez savoir si vous voulez supporter IE7, il faut demander aux développeurs des choses concrètes, pas demandez-nous pas combien ça coûte. Parce que c'est pas que ça, c'est aussi, comme je disais, par exemple, ça va être du matériel, ça va être du moral, ça va être quelle pérennité. Et pour la petite histoire, du coup, là on a réussi à lâcher IE7, mais on a fait le même exercice pour les 8. Et même si les parts de marché devaient être à 10%, je pense, et qu'on a mis des gros coups, ça reste toujours un bon business de garder les 8 pour le projet qu'on a. Mais on a fait l'effort de refaire la même fois. Voilà, je vous remercie pour votre attention.